Why did you choose Jamie, your friend? He was the easiest out of anybody because he would have followed me because we're such good friends. Why did you make the suggestion to Jamie to go inside the school today? I was planning to murder him. Do you know why you were going to do this? No, I don't. Voici Michael Hernandez, un jeune homme de 14 ans. Il est inscrit au tableau d'honneur de la Southwood Middle School, le fils bien élevé d'un chef d'entreprise et d'une ergothérapeute. Et à l'heure actuelle, il est le principal suspect dans le meurtre de sang-froid de son ami proche et camarade de classe, Jamie Coff, 14 ans. Le détective va obtenir les réponses qu'il recherche, mais seulement après avoir enduré l'un des interrogatoires les plus ardus qu'il allait mener. 3 février 2004, un jour comme un autre. La Southwood Middle School de Miami, les étudiants sont rassemblés à l'extérieur de l'école et attendent que la sonnerie de 8h50 sonne. Personne ne s'est soucié de l'absence de 2 élèves particuliers à leur lieu de rendez-vous habituel. Les portes s'ouvrent et les étudiants s'engouffrent à l'intérieur. Avant que ne commence son cours, un étudiant décide de faire un arrêt aux toilettes, qui se trouve au second étage du bâtiment. Il ne pouvait pas savoir à quel point cette décision allait être traumatisante. En entrant, un autre élève qui ne reconnaît pas passe calmement devant lui et sort des toilettes. Il voit un sac à dos rempli de livres posé près de l'entrée des toilettes et des taches de sang sur le sol. Il jette un coup d'œil sous la porte des toilettes pour vérifier s'il y a quelqu'un à l'intérieur, et il y a en effet quelqu'un d'autre. Mais quelque chose ne va pas du tout. Une grande flaque de sang s'est formée sur le sol, sous la porte, et il semblait y avoir une paire de pieds, suspendus dans les toilettes. Il sort des toilettes en courant pour alerter le garde le plus proche et lui dire qu'il semble y avoir quelqu'un qui saigne à l'intérieur des toilettes. Le garde le repousse simplement et lui dit de retourner en classe. Il est ensuite allé raconter à un ami ce qu'il avait vu. Tous les deux se rendent alors aux toilettes. La puanteur du sang chaud a commencé à envahir les lieux. Le duo se dirige sur la pointe des pieds vers les toilettes. Ils savent qu'ils doivent regarder à l'intérieur. Ils se préparent pour le pire. Puis en hésitant, ils ouvrent la porte de la cabine. La scène qui s'offrait à eux ne pouvait être décrite que... Un élève de sexe masculin, identifié par la suite comme étant Jamie Coff, âgé de 14 ans, il était positionné face contre terre, sa poitrine et son torse, la tête et les jambes pendant mollement sur les côtés. Le sang a coulé sur son visage et s'est répandu dans une grande mare. Dans ce bassin se trouve une paire de lunettes noires isolées. L'un des garçons a crié 2 fois à la victime. En l'absence de réponse, le choc s'est transformé en panique. Les deux s'enfuient dans la salle de bain hystériques, faisant sursauter l'agent de sécurité dans le couloir. Le gardien s'est précipité dans les toilettes des garçons à ce moment-là. En assistant à la scène grotesque, il a immédiatement contacté par radio la police de Miami-Dade. Le gardien a ensuite quitté les toilettes pour aller chercher le directeur adjoint. À son retour, le garde a découvert qu'au cours des quelques minutes où il s'était absenté de la salle de bain, quelqu'un était entré et avait enlevé le corps de la victime. Le corps est à présent allongé sur le sol de la cabine face contre terre, ses bras s'étalant sur les côtés. Le personnel de l'école pouvait alors clairement voir qu'un côté de son cou était déchiqueté. L'école a été immédiatement fermée. Quelques heures plus tard, les enquêteurs sont entrés dans la salle de classe de Michael Hernandez, un élève de 8e année, qui avait été identifié par l'un des 2 témoins comme étant le garçon qu'ils avaient vu sortir de la salle de bain à ce moment-là. C'est le professeur de Michael qui s'est adressé en premier aux inspecteurs, avec les quelques éléments d'information intéressants. Elle a déclaré qu'elle avait fait entrer ses élèves dans la salle de classe à 8h55 et que durant le cours, Michael Hernandez a demandé à aller aux toilettes 3 fois. Le professeur a remarqué que Michael avait du sang sur sa chemise, qu'il a attribué à un saignement de nez. Il s'est rendu 2 fois aux toilettes avant 9h. Après que les cours aient débuté, Michael demande à aller aux toilettes une 3e fois. L'enseignante a fait appel à un agent de sécurité de l'escorter jusqu'à des toilettes inoccupées et de le ramener en classe. Ce sera la dernière fois que Michael aura quitté la classe. Michael a été conduit dans un bureau au 1er étage de l'école pour s'entretenir avec des détectives. Lorsque les enquêteurs ont demandé pourquoi Michael avait obtenu du sang sur sa chemise, il leur répond qu'il a été frappé au visage par une porte alors qu'il jouait au cheval avec la victime. Plus tôt dans la matinée, l'inspecteur a examiné le visage de Michael mais n'a trouvé aucune blessure ouverte qui aurait pu le faire saigner. Michael change alors rapidement de version
Il a prétendu être retourné dans la salle de bain du deuxième étage plus tôt. Lorsqu'il est rentré dans les toilettes, il y avait déjà un autre élève à l'intérieur. L'élève a indiqué à Michael qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur des toilettes. C'est alors que Michael s'est approché du sol pour regarder en dessous. Lorsqu'il s'est penché, sa chemise a frôlé le sol et elle s'est couverte de sang. Cependant, il a bien vu son ami Jem à l'intérieur du toilette. Après cela, il a simplement quitté la salle de bain et est retourné en classe. Après avoir recueilli la déclaration de Michael, une fouille consensuelle du sac de livres de Michael a été effectuée. Ce qu'ils ont trouvé à l'intérieur racontait une histoire encore plus choquante que celle que Michael a racontée. Le sac contenait une veste rouge et de gants en latex, tout avec des traces de sang. Les inspecteurs ont demandé à Michael de les accompagner au poste, ce à quoi Michael a répondu par l'affirmative. Un peu après 13h40, Michael a été emmené au bureau des homicides de la police de Miami. Là, il a régalé les détectives d'une histoire tout à fait différente. Could you please state your name? Michael Hernandez. Mike, what's your birthday? February 2nd, 1990. Happy birthday. Thank you. So you just turned 14. Yes, I did. Very good. And what grade are you in? I'm in the 8th grade. Michael semble ici très coopératif et bien élevé lors de l'interrogatoire préliminaire. Il articule bien et répond clairement aux questions de l'inspecteur. Sa posture est celle d'un collégien attentif. Il se tient très droit. Ses mains sont posées devant lui et ses yeux fixés sur le détective. Son langage corporel est empreint de respect, une volonté de se conformer. Cependant, nous verrons bientôt que ses motivations sont en fait beaucoup plus sombres. And about what time was that you suggested that both of you go inside? A little after 8:30, maybe like 8:31 or 35, between those times. What time does school open and are students allowed inside the school? 8:50. Did Jamie agree to your suggestion to go inside when you made that to him? We had to make a deal first because he didn't want to get in trouble because we've gotten in trouble on previous times when we've attempted to go up there. And why do you get in trouble for attempting to go inside the school? Because it's too early and we shouldn't be walking around upstairs. And I see. Why did you make the suggestion to Jamie to go inside the school today? I was planning to murder him. Michael répond à la question comme étant un fait, comme il a répondu à toutes les autres questions jusqu'à présent. Il n'y a pas la moindre trace d'empathie ou de remords à trouver. Il semble ne pas être perturbé même par le fait qu'il admet avoir commis un meurtre premier degré. Et en s'exposant au plus haut degré de sanctions pénales qui soit, Michael n'est probablement pas au courant. Mais selon la loi de l'État de Floride, les personnes âgées de 14 ou 15 ans ne peuvent pas être considérées comme des enfants. Ils peuvent également être soumis aux mêmes peines qu'un adulte, à l'exception de la peine de mort. Puisque Michael a déjà avoué le meurtre au premier degré de son ami, il ne reste plus qu'à voir si la cour aura éventuellement pitié de lui. Do you know why you were going to do this? No, I don't. Now, what was your plan? How were you going to accomplish this? I was going to get him into the stall, the last stall, because it's the biggest, so I'd have more room. Now, this is in a restroom? This is the restroom, On which floor? second floor. Okay, and it's the male restroom? Yes, it is. Where is it near? It is near the media center and the gifted U.S. history class. And once you brought or got Jamie in there, how are you going to bring him or lure him into the restroom? We usually go to the restroom after we get upstairs so we don't get caught by security. Okay. And so I knew that was going to work. I got him into the stall by saying, look, I have something to show you. So I got him into the stall and I told him to turn around because I wanted it to be a surprise. Before that, I put on the gloves. He saw me put on the gloves and I said, Oh, you're going too fast. and I said, I like them because they're comfortable.
Il est possible que la cadence de Michael ait augmenté ici en raison de son excitation. De parler de son crime pour la première fois, raconter à nouveau une histoire peut être un moyen pour quelqu'un de revivre une expérience, et cela fait souvent ressurgir des sentiments associés à l'événement d'origine. Sa rapidité d'élocution pourrait être due à un empressement pour montrer à quel point il s'est préparé intelligemment à ce crime. Il cherche peut-être à susciter l'admiration du détective pour la façon dont il a planifié son attaque. L'enthousiasme de Michael se traduit également par sa pleine coopération. Lorsqu'il est interrogé, il donne l'impression d'être assis pour un entretien d'embauche plutôt qu'un interrogatoire. Il est étrange qu'il n'ait pas l'air d'avoir peur ou d'être dérangé par le fait d'être assis là, parce qu'il a été arrêté quand même pour le meurtre de son ami. You also said that you put on gloves. What kind of gloves were these? They were latex gloves. Where did you get them from? My mother purchased them at Walgreens the previous night. Why did she purchase these? Was that at your request? It was at my request because I said that I needed them for extra credit for my science class. Il n'y a rien à redire à ce stade sur le fait que le meurtre de Jaime fut prémédité. Plus inquiétant, il semble que Michael ait planifié chaque détail et pris en compte la quasi-totalité des facteurs possibles avant d'exécuter son plan. Une fouille minutieuse du sac à dos de Michael a permis de découvrir un compartiment secret qu'il avait fabriqué en découpant une fente dans la doublure intérieure et en y attachant du velcro sur les bords afin qu'il puisse être fermé en toute sécurité. Il a utilisé ce compartiment pour y ranger son arme, ce qui signifie que Michael avait même prévu la possibilité que son sac à dos soit fouillé. Now, you and him are already in the stall, correct? Yes. Did he go into the stall first? Yes. Did you follow him? Yes, I did. Did you close the stall door? Yes, I did. Now, what transpired next? Okay. I was talking to him and I told him, all right, now I have to put my hand over your mouth. Okay. And so I did, and I lifted his neck up. Now, was he facing you or was he away from He you? was away from me. Did you put your hand over his mouth? Yes, I did. And which hand did you use to put over his mouth? My left hand. Once you did that, what happened next? I had already before I put my hand over his mouth, I already put my knife out. So the blade was already out. Now, where had you kept this blade? I had kept it in my jacket pocket. And what color jacket did you have on today? I had a red jacket. Now, is this the same clothing that you're wearing? Yes. Le détective pose à Michael un tas de questions de contrôle, des questions dont il connaît déjà la réponse, afin de vérifier si Michael lui dit toute la vérité. Il lui pose également des questions pour voir si elles correspondent aux preuves qu'il a déjà établies. And what did you do next? I took the knife out and I proceeded to slit his throat. Now, do you remember in which direction you slit his throat? Left to right. Une autopsie du corps de la victime a conclu, en plus d'être égorgé, Jamie a été poignardé dans le cou plus de 40 fois. C'est un véritable déchirement de penser que Michael, un jeune garçon de 14 ans, avait le contrôle total de la situation pendant tout ce temps, savourant chaque coup, chaque tranche et chaque coupure. Did Jamie say or do anything? Did he put up a struggle? Yes, he did. He turned around after I did that. He asked me not to kill him. So I told him, okay, I'm not going to if you cooperate, Okay. which was a lie. Right. And so I realized that the stall door was open, so I locked it. Yes. And then I turned him around again and proceeded to stab him. And where did you stab him, Mike? I'm not positively sure, but I'm guessing around the jugular vein right around here. That's Okay. what I was aiming. Did you stab him anywhere else on his body? Just basically the back of the neck all through the neck. And once in the temple, and I think I sliced it here. And that would be on the left side of his face? That's the other side of the face. Michael s'exprime de manière très factuelle et ouverte. Il est probablement excité à l'idée de montrer au détective à quel point il a été intelligent. Cela peut avoir éclipsé toute pensée d'autopréservation, et il a volontiers admis avoir tué Jamie. Il peut ne pas être conscient des conséquences juridiques ou ne pas s'en préoccuper pour ses actions. En outre, son jeune âge a pu jouer un rôle dans sa volonté d'avouer. Le cortex préfrontal ne se développe pleinement que vers l'âge de 25 ans. Michael se sent peut-être encore sous tension et puissant après le meurtre, et qu'il agisse en fonction de cette émotion, ce qui pourrait lui donner envie de se vanter de ce qu'il a fait plutôt que d'envisager les conséquences de ses aveux.
Now, after you did that, what happened? I left. I took my gloves off and I flushed them down the toilet. Okay. Okay. I left and I went to go clean myself off. People were coming in, and so I left that bathroom and went to the other one downstairs. Okay, let me stop you here. After you stabbed, did Jamie fall to the commode or to the toilet? No, he did not. He was already positioned where he was found. I put his head under there to stop him from gasping for air. Okay. So we'll close it up. Oh, I see. Okay, So- now. I'm sorry? So he would stop making noise. Okay. Now, how did you know he was dead? I made sure by taking my knife, the point of my knife, and poking him in the face. All And I right. checked his eyes also, and they were motionless. Okay. Now, when he fell, was he on his front, or was he on his side, or on his back? Do you remember? He was on his front, Okay. faced at a kind of diagonal thing. Yes. There was blood coming from his mouth Mhm. to the right of the toilet. And I guess there might have been blood in the toilet. And there was Okay. blood on the walls. All right. What did you do with the knife and the jacket? I put the knife was broken because of the stab wounds, and I couldn't close it back. So I closed it as much as I could, and I put it in my jacket pocket. Okay. I proceeded to go to the sink, and I wiped some of the blood off the jacket, took the jacket off. No, I did not. Oh. Lorsque Michael est invité à ralentir ici, il semble s'emporter au fur et à mesure qu'il raconte son histoire. Dans l'ensemble, l'affect et le ton semblent nettement émoussés tout au long de l'histoire, tandis que son discours s'accélère sous l'effet de l'anxiété ou de l'excitation. My request, because I said that I needed it for extra credit for my science class. I took the knife out, and I proceeded to slit his throat. I did not take the jacket off at that point. I just wet it to get the blood off. Okay. I proceeded to go downstairs to the other bathroom on the first floor. I then wiped myself off with all the stuff off my face and the stuff off my jacket. Then I took the jacket off and put it in my book. Now, you said that you had flushed some gloves Yes. down the toilet. I flushed 2 gloves. 2 gloves. How many pair of gloves did you have? I had 2 pair, 4 gloves in all. Where did you keep the other pair of gloves? In the jacket pocket where I kept the knife. All right. Now, before you gloved up this morning in the bathroom, did you remove any of your jewelry? I removed my rings because they would have cut through the latex glove. Okay. Did anything unusual, or did you notice anything unusual when you put your hand in your jacket pocket after the incident? Yes, one of my rings was missing. And which ring was that? It was the ring on my right ring finger. So, what did you do? I went back upstairs to find the ring. There was a witness there saying that someone was in that stall. La façon dont Michael fait référence à un témoin indique qu'il a peut-être planifié stratégiquement et spécifiquement tout le meurtre. En considérant la possibilité que des témoins soient présents ou interviennent d'une manière ou d'une autre, il parle comme s'il était un agent des forces de l'ordre décrivant ou examinant cette affaire, plutôt qu'étant l'auteur décrivant ses propres actes. I went to go look, having known what was there. And I saw my ring and picked it up and then left. Okay. Had you gone up there actually to check to see if Jamie was okay? No, I did not. It was strictly to check on your ring. My ring, yes. And why did you want to recover your ring? Because I value my new ring. Okay. Il est intéressant de noter à quel point la bague de Michael compte encore pour lui, alors qu'il a tué son ami. Ces détails en disent long sur le fonctionnement exact de l'esprit de Michael, à savoir qu'il possède un mépris inquiétant pour la vie d'autrui. Do people know that you wear that type of Yes. ring? Yes, many people know I wear this type of jewelry. Could someone have identified you because of the lost ring? Yes, they could have identified this ring definitely. Okay. When you went back upstairs to go back or into the bathroom to look for your ring, Yes. who is the individual that told you someone was in the stall? I'm not sure of his name,
Had you had planned to do this to Jamie? Yes, I did. How long have you had this plan? A little under a week. And is there any specific reason why you planned this? No, there's not. Peut-être le détail le plus effrayant de tous, Michael a probablement tué son ami simplement pour sa satisfaction personnelle. Michael, qui venait juste de fêter son 14e anniversaire. Le jour précédent n'avait aucune raison de commettre un meurtre ce matin-là, mais il a simplement décidé qu'il devait le faire. Une telle situation peut raisonnablement s'expliquer par un accès sévère de psychose. Cependant, il n'a jamais été présenté comme une personne ayant ce type de trouble, sur la base de son comportement lors de son interrogatoire. Michael semble penser clairement et logiquement. Il n'y a pas d'indication montrant qu'il ait réagi à des stimuli internes, comme des voix dans sa tête ou des entités invisibles. Il n'y a pas de preuve de paranoïa ou de désillusion. Par conséquent, il n'y a pas de preuve de trouble de la pensée. L'intelligence et le sang-froid accru de Michael, ainsi que son absence flagrante de remords, rappellent quelqu'un ayant un trouble de la personnalité antisociale. Cependant, il n'est pas possible de poser un diagnostic d'ASPD pour quelqu'un ayant moins de 18 ans. Nous ne pouvons conclure à ce stade que Michael souffre de ASPD ou de psychopathie, le terme le plus souvent utilisé pour décrire une personne antisociale. Pas seulement parce que nous n'avons pas assez d'informations sur les symptômes et l'histoire de Michael, mais aussi et surtout parce que Michael n'a que 14 ans. Il est trop jeune pour être diagnostiqué de la sorte. Les comportements de Michael correspondent tout au plus à un diagnostic de trouble des conduites, tant plus qu'il a l'habitude de se moquer de ses pairs et de les agresser physiquement, comme vous allez pouvoir l'entendre ensuite. Cependant, si nous suspendons le fait qu'il ne peut pas être diagnostiqué, son attitude factuelle pourrait être due à ce qui suit, à la présence de psychopathie puisqu'il manque d'émotions réciproques. Un psychopathe peut être interrogé sur une personne qu'il a assassinée et montrée et ne manifester aucune réaction émotionnelle lorsqu'on lui montre la photo de cette personne, ou lorsqu'on lui dit qu'elle a probablement souffert. En d'autres termes, ils ne réagissent pas avec une émotion adaptée aux circonstances.